Tout d'abord, avant de présenter donc, les conférenciers et notre animateur, Dominique. Voilà. Il était là un instant. Ça va. D'accord. Donc, pour moi, je puisse se présenter. Avant de passer à la présentation de nos conférenciers, surtout leur donner la parole, un mot sur. Alors voici Dominique Famille. Dominique est l'initiateur et le co-organisateur avec l'ensemble des bénévoles et l'ensemble du CA de l'IESF Pays de la Loire. Donc je voudrais remercier Dominique et puis remercier bien sûr l'ensemble des animateurs de cette soirée. Alors, je vous présente Patrick Schéma, je suis président actuel de l'IESF Pays de la Loire. Qui sommes-nous? L'IESF Pays de la Loire, nous sommes une association de l'IESF national. L'IESF national, c'est environ, les ingénieurs et scientifiques de France, c'est environ 1 million d'ingénieurs, c'est 200 000 scientifiques, c'est, pour la plupart d'entre vous, vous avez dû remplir ces questionnaires sur dans quel salaire, dans quelle situation des ingénieurs en France. Donc c'est aussi ce compte-rendu annuel sur la situation des ingénieurs, notamment la situation salariale. IESF Pays de la Loire, quelle est sa raison d'être? Eh bien, c'est essentiellement la promotion des métiers, d'ingénieurs, des métiers scientifiques. Et chacun sait combien on a besoin aujourd'hui d'encourager nos jeunes à venir nous rejoindre dans ces métiers et dans les métiers de la science. Pour cela, nous avons essentiellement deux grandes actions. L'action dite PMIS, encore promotion des métiers d'ingénieurs et des scientifiques, une action auprès des jeunes dans les collèges. Plus de 4000 jeunes cette année ont été touchés ont été rencontrés des membres de l'IESF Pays de la Loire, qui leur ont présenté nos métiers, qui leur ont présenté nos actions, qui leur ont présenté les métiers des scientifiques dans les entreprises en France. La deuxième action, eh bien, c'est une action comme celle de ce soir, l'organisation de conférences, notamment au mois de mars actuellement, dans le cadre des Journées nationales de l'ingénieur. Donc on dit qu'on a entre une et deux conférences par an organisées, voici la deuxième cette année, et on va essayer de maintenir le rythme. Ça fait maintenant plus de 10 ans que ces conférences sont organisées dans ce cadre-là. C'est un cran, oui, ici. Bien, ceci étant dit maintenant, ah oui, j'ai oublié quand même, l'important c'est que dans le cadre de nos actions, nous sommes tous bénévoles et que bien évidemment, nous souhaitons accueillir de nouveaux membres actifs bénévoles dans notre association des Pays de la Loire. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour venir présenter votre activité auprès des jeunes dans les collèges et les lycées. Si vous avez des idées de conférences, n'hésitez pas à nous en faire part, notamment, si vous connaissez les conférenciers associés, nous serons à votre écoute. Alors maintenant, nous allons passer à la conférence de ce soir, donc sur la décarbonation du transport maritime, et je vais vous présenter donc très brièvement Alain Bouvis. Alain est polytechnicien. Il a travaillé longuement dans le groupe Naval Group, au niveau de la direction d'entreprise en tant que directeur de recherche. Et il est aujourd'hui président de l'Académie de Marine, et il est aujourd'hui toujours professeur à Polytechnique et professeur à l'ENSA. Alors Alain, on se connaît bien parce qu'en fait, ces bâtiments, ce pôle IRT Jules Verne dans lequel je vous trouve aujourd'hui, eh bien, je peux dire qu'Alain a contribué et est un des piliers de montage de ce grand projet, il y a maintenant une quinzaine d'années, et on a mis environ 3 ans pour mettre en œuvre ce projet et surtout recevoir l'agrément de l'État sur ces questions. Et bien maintenant, j'ai présenté tout à l'heure Dominique Famille qui a organisé
cette conférence, pour organiser cette conférence comme initiateur. Je dois dire aussi que ça va être notre maître du temps. Il va tenir l'horloge, donc j'ai peur d'avoir déjà démarré. Donc famille, je te passe la parole. Ce sera très simple. Je vais passer la parole à Anna Louis. Tu vas présenter Anna succinctement. Oui. Et c'est lui, Anna, qui va nous parler de ce très beau sujet, l'actualité. Bien, merci beaucoup et bravo à l'IESF. Nous manquons cruellement d'ingénieurs dans tous les secteurs d'activité de l'industrie et notamment dans le naval. Et faire la promotion de ces magnifiques métiers auprès de nos jeunes gens et de nos jeunes filles est absolument essentiel pour l'avenir de notre pays. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de décarbonation du transport maritime. Alors quelques-uns dans la salle, on reconnaît les visages, assistaient il y a un an à la conférence que je donnais au lycée Mandela sur le même sujet. Et quand Dominique Famille m'a demandé de faire cette conférence aujourd'hui, je me suis dit en début d'année, ça va être simple, j'ai déjà tout prêt, on va refaire la même chose. Et en fait, ça ne sera pas du tout la même chose. L'an dernier, et certains m'ont fait la remarque, les propos étaient peut-être un peu, sinon pessimistes, du moins inquiets sur la façon dont on allait arriver à faire cette décarbonation. Depuis, un certain nombre de choses se sont passées sur lesquelles je reviendrai, et nous avons aujourd'hui une vision nettement plus claire de l'avenir et je dirais de la feuille de route, je le dis à dessein, qui va, j'espère, nous amener à cette ambition absolument nécessaire et importante. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la saison 1, je reviens très rapidement sur le transport maritime. Le transport maritime, qu'est-ce que c'est? Le transport maritime, c'est la circulation sanguine de l'économie aujourd'hui que l'on dit mondialisée. Sans transport maritime, il n'y a pas d'économie aujourd'hui dans le monde. C'est 60 000 grands bâtiments, grands navires de plus de 5 000 tonneaux, 100 000 navires si on prend tous les types de navires, qui transportent annuellement 11 milliards de tonnes de marchandises. C'est-à-dire que entre 80 et 90% des échanges commerciaux dans le monde se font aujourd'hui par bateau. Pour ça, eh bien, le transport maritime consomme en gros de l'ordre de 210-215 millions de tonnes d'équivalent pétrole en carburant. Et donc, bien sûr, ce carburant est transformé en partie en CO2. Et donc, le transport maritime produit entre 800 et 800 millions et 1 milliard de tonnes de CO2 plus. Alors, ce sont des chiffres énormes, ça ne parle pas forcément. Qu'est-ce que c'est 1 milliard de tonnes de CO2 émis? Eh bien, si le transport maritime était un pays, ça serait le 6e pays le plus producteur polluant en CO2 au monde, à équivalence à peu près avec un pays comme le Japon. C'est dire l'importance. Alors, ce transport maritime, 11 milliards de tonnes, a doublé entre 2000 et 2020. Passé de 6 milliards à 11 milliards de tonnes. Et les prévisions que l'on faisait il y a 2 ans, peut-être qu'aujourd'hui ça a un petit peu évolué, c'était que ça allait encore doubler d'ici 2050. Or, 2050, il faut, en tout cas c'est l'objectif que l'on se donne, que la planète soit décarbonée, ou en tout cas que nos activités soient décarbonées. Ah, là, Arnaud qui arrive. Alors, si on regarde globalement d'où viennent les émissions de CO2 dans le monde, vous voyez qu'il y a différentes sources, avec la plus grosse en haut à gauche, qui est la production d'électricité par les centrales à charbon. C'est ça vraiment le gros morceau de production de CO2, et puis différentes autres sources. Vous voyez que le maritime, entouré de rouge, et dans ce petit point-là, 1 million de tonnes
c'est relativement peu si on regarde les autres gros émetteurs. C'est équivalent à ce que produit le transport aérien. C'est en gros un peu moins de 3% du total des émissions de CO2, des émissions anthropiques, comme on dit, de CO2 dans le monde. Alors, ceci dit, le transport maritime, il produit du CO2, il en produit une certaine quantité, mais c'est le prix à payer jusque-là pour transporter ces 11 milliards de tonnes de marchandises. Et ça le fait avec une efficacité énergétique incomparable par rapport à tous les autres moyens de transport. En grammes de CO2 produits par tonne et par kilomètre transporté, le transport maritime est imbattable. Le train arrive à peu près à des niveaux comparables à condition que le train soit propulsé par de l'électricité qui elle-même soit décarbonée. Si l'électricité vient de centrale à charbon, le train est une catastrophe. Donc, ce bon résultat, ou du moins dans le transport maritime, c'est pendant longtemps targué de cette qualité d'efficacité énergétique, et a tardé, il faut bien le reconnaître, à se lancer dans des démarches de réduction de consommation et a fortiori de réduction d'émissions. Alors, la réduction de consommation, on a commencé à y penser en 2008. En 2008, il y a eu une grande crise économique, le pétrole est monté à des taux à $150 le baril, et là, les transporteurs ont dit qu'il fallait faire quelque chose. La solution la plus simple et la plus rapide, ça a été de diminuer la vitesse. La vitesse moyenne des bateaux, à partir de 2008, a diminué, ce qui a permis de ne pas augmenter ou même de diminuer légèrement les émissions de CO2 simplement par cet effet de vitesse, alors que le trafic augmentait considérablement. À partir de 2020, le 1er janvier 2020, le fuel contenant du soufre a été interdit, et donc les transporteurs maritimes ont dû se tourner vers des solutions moins polluantes, ne serait-ce que pour éviter les émissions de soufre et accessoirement d'oxyde d'azote, oxyde de soufre et d'oxyde d'azote. Et donc, alors que jusqu'en 2019, 80% du carburant maritime était constitué par du fioul lourd. Le fioul lourd, c'est cette pâte visqueuse noire que l'on voit quelquefois sur les côtes bretonnes, qui est une horreur écologique, mais qui a l'avantage d'avoir une grande densité énergétique et d'être pas cher. Et donc, 80% des navires, de la consommation plutôt de carburant, étaient constitués par ce fioul. À partir de 2020, ça n'a plus été possible, en tout cas plus aussi simplement, puisque ce fioul a un contenant de soufre très important qui ne peut plus tolérer. Il a fallu passer à d'autres types, donc on est passé à du fioul plus léger, et également on a commencé à voir circuler des navires propulsés au gaz naturel liquéfié. Ça a été aujourd'hui encore, près de 50% des navires, alors que c'était 80%, mais il y a 50% des navires sont encore propulsés au fioul lourd, avec des dispositifs de filtrage au niveau des fumées pour éviter des émissions de soufre, mais c'est encore pas satisfaisant. 95% de la propulsion du carburant des navires reste aujourd'hui des carburants fossiles, même s'ils sont un peu moins dégueulasses, si j'ose dire, que des fioul lourds, ça reste des carburants fossiles, que ce soit du fioul léger, du diesel ou du gaz. Alors, regardons un petit peu plus en détail. Donc, ce que je vous présentais
planche précédente concernait l'ensemble du transport maritime. Si on regarde navire par navire, on s'aperçoit que les navires de transport de plus de 5000 tonneaux, donc les plus grands navires, représentent à eux seuls 80% de la consommation. Et parmi ces plus grands navires, 3 classes de navires représentent encore 80% de 80%. C'est-à-dire que 2 tiers de la consommation de carburant dans le transport maritime est associée à 3 types de navires, les braquiers, les porte-conteneurs et les pétroliers. Donc, je dirais que si on arrive à résoudre les problèmes pour ces 3 types de navires, on a résolu une grande partie de notre... Alors, voilà la situation. Alors maintenant, quelles sont les ambitions? Alors, les ambitions sont fixées au niveau international par l'Organisation maritime internationale, qui est la filiale de l'ONU qui s'occupe des affaires maritimes et de la réglementation maritime. L'ONU a fixé en 2018 une stratégie dont l'ambition était assez modeste, puisqu'elle consistait à viser en 2050 une réduction de 50% des émissions de CO2 par l'ensemble du transport maritime. Donc 50%, on est loin de la décarbonation. Donc cette stratégie maritime a été révisée au mois de juillet dernier par une nouvelle réunion, une nouvelle décision de l'ONU. Et cette fois-ci, ce qu'on vise, la courbe verte, c'est zéro net carbone en 2050 pour le transport maritime. Alors la deuxième institution qui réglemente et qui nous touche, c'est l'Union européenne. Bien sûr, alors l'Union européenne et l'ONU se font un peu une échelle de perroquet pour savoir qui sera le plus ambitieux d'eux. Donc depuis le mois de juillet, l'ONU a fixé zéro carbone en 2050. L'Union européenne, qui a réfléchi à un règlement depuis plusieurs années, s'est mis d'accord, là encore cet été, entre le Conseil et le Parlement, avec un objectif de 80% de réduction en 2050, avec différents paliers que vous voyez en jaune. Bon, je doute que d'ici quelques mois, l'Union européenne se sera alignée sur l'ONU. L'objectif étant maintenant zéro carbone en 2050. Alors ça, ce sont des ambitions, belles ambitions, mais ça ne reste que des pieux si on s'en tient. Alors ces ambitions, bien sûr, doivent être soutenues par des réglementations. Les réglementations, là, ça devient plus sérieux. Ce sont des dispositions qui peuvent être appliquées, qui sont retransposées dans toutes les législations nationales et, in fine, avec des pénalités si on ne les respecte pas. Donc là, je ne vous ferai pas le détail, on y passerait la soirée. Disons que depuis le début de cette année 2023, nous avons maintenant, tant au niveau européen qu'au niveau international de l'ONU, un système de contrôle très strict. Alors ce contrôle est à 2 niveaux. Un niveau théorique qui consiste par des formules très compliquées à partir des plans d'un navire et des caractéristiques d'un navire de déterminer quelle va être son efficacité carbone, c'est-à-dire sa consommation de carbone par gramme, par tonne et kilomètre transporté. Et cet index théorique qui se traduit par cette figure à 5 couleurs, hein, comme pour les machines à laver, 5 catégories, les 2 dernières étant strictement interdites et puis progressivement les suivantes mises sur la sellette, et avec des valeurs de critères qui diminuent d'année en année. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'EEXI, c'est un critère un peu théorique, qui est doublé maintenant par un critère un peu plus opérationnel, qui est le critère l'index d'efficacité carbone, le CESI, qui lui est mesuré. C'est-à-dire que tous les ans, les armateurs sont maintenant obligés de déclarer navire par navire la consommation et le type de carburant utilisé par leur navire et leur efficacité en termes d'émissions. Et ce système de contrôle et de mesure
bien évidemment, a vocation à être précisée, complétée, et à terme, c'est-à-dire d'ici 2025, le nouveau rendez-vous sur le PC, il y aura à la fois des taxes carbone, il y aura des pénalités pour ceux qui ne respectent pas les objectifs, et tout un tas d'autres types de règlements. Alors, ceci étant fixé, comment va-t-on y arriver? Alors, il y a trois types de solutions, pour faire simple. La première solution, c'est la sobriété. C'est pareil que pour tous les autres domaines de consommation d'énergie. Alors, la sobriété en matière de transport maritime, c'est, j'en ai parlé, la réduction de vitesse. Aujourd'hui, la vitesse moyenne des navires de transport maritime, tout type confondu, est un peu inférieure à 14 nœuds, ce qui n'est pas très rapide. Et l'Association internationale des armateurs prévoit qu'elle pourrait encore baisser de 3 ou 4 nœuds dans les années qui viennent. Bon, ceci dit, il y a une limite. Si on veut faire du zéro carbone par réduction de vitesse, on finit par rester fort. Donc ce n'est qu'une solution qui peut être partielle et positive. Le deuxième sujet, c'est la réduction des flux maritimes. Alors, on prévoyait un doublement des volumes transportés d'ici 2050. Est-ce qu'il va y avoir réellement un doublement? On voit que chaque pays essaie de renationaliser la production de différents produits et avec le coût qui de toute façon sera croissant en transport maritime, est-ce qu'il n'y aura pas une tendance, un gros mouvement pour réduire les coûts? Ça, aujourd'hui, c'est de la spéculation. On ne peut pas se baser là-dessus pour faire des projections très solides. Donc, j'en dirai pas plus. Deuxième paquet de mesures, c'est l'efficacité énergétique. C'est-à-dire améliorer la conception des navires, l'hydrodynamique des navires, la conception des moteurs, le rendement des moteurs. Démarque d'ailleurs que l'aéronautique mène depuis plusieurs années, depuis très longtemps. On s'y met un peu plus tardivement dans le domaine maritime, mais ce sont des mesures qui peuvent apporter des résultats significatifs. L'autre mesure d'optimisation, c'est l'optimisation opérationnelle, c'est-à-dire utiliser de façon plus intelligente, c'est-à-dire avec beaucoup plus d'intelligence artificielle, les flottes de navires pour éviter que les navires dépensent des quantités de carburant excessives en traversant les zones de tempête, ou en fonçant à fond pour ne pas être en retard et puis après attendre 6 mois en rade qu'un quai de débarquement se fait. Donc ça, ce sont des mesures intelligentes qui peuvent apporter des résultats mais qui n'amèneront pas en aucun cas au zéro carbone. Et donc, pour arriver au zéro carbone, il faut se tourner vers d'autres formes d'énergie que les carburants fossiles. Alors, trois types principaux de solutions. Des carburants, d'autres carburants qui ne soient pas issus du sol, je reviendrai là-dessus. La propulsion purement électrique, ou par hydrogène, si on veut le mettre. C'est un peu plus difficile et sans doute avec une applicabilité plus faible. Et puis il y a le vélique, on en parlera également. Alors, toutes ces mesures ont des efficacités variables, comme j'en ai parlé, et bien sûr, tout ça, ça ne s'additionne pas. Si on prend la figure de tout à l'heure avec les pourcentages et qu'on fait la somme, on est largement au-dessus de 100%. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, ces solutions, globalement, on estime qu'elles peuvent apporter chacune quelque chose et elles ont tout leur intérêt. Mais aucune ne permet d'arriver au 100%. L'efficacité énergétique, la réduction de vitesse, la propulsion vélique, on pense que tout ça peut apporter des gains de l'ordre
en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La solution qui apporte le plus de résultats, évidemment, ce sont les carburants alternatifs, c'est-à-dire les carburants qui, dans leur combustion, ne produisent pas de CO2. Alors, pourquoi ce n'est pas du 100%? Parce que ce que l'on considère aujourd'hui, et ça c'est une nouveauté depuis cet été, notamment la réglementation européenne, c'est qu'on ne se considère pas la production de CO2 au niveau de la cheminée du navire, mais on considère la production de CO2 au niveau de l'ensemble du process de production du carburant, ce qu'on appelle du puits à l'hélice. C'est-à-dire que si on veut partir de carburant synthétique, ces carburants synthétiques, il faut les fabriquer. Pour les fabriquer, il faut consommer un certain nombre de produits et d'énergie. Et donc tout ça doit rentrer en compte. Et donc, in fine, on ne peut pas arriver totalement au 100% de zéro carbone. Alors, concernant ces carburants alternatifs, à quoi ça ressemble? Carburant alternatif, donc par rapport au fuel, au diesel classique, il y a le gaz naturel liquéfié, le GNL, qui apporte en l'état actuel un petit gain en matière d'émissions de carbone. Il y a le méthanol. Alors, avec le méthanol, on entre dans des produits de synthèse. Le méthanol n'existe pas à l'état naturel. Et donc aujourd'hui, on en fabrique pour les besoins de la chimie, on fabrique de façon sale, c'est-à-dire non décarbonée. J'essaie d'aller vite. Donc le méthanol, aujourd'hui fabriqué tel qu'il est à partir de gaz fossiles d'ailleurs, n'apporte pas de gain. Par contre, si on arrive à le faire suivant d'autres procédés, on peut espérer qu'il apporte des gains, je reviendrai là-dessus. On pense à des biocarburants également. Alors les biocarburants, ça part de méthane. Le méthane est produit par la dégradation de produits ligneux. Donc ça, c'est du renouvelable, c'est du carbone renouvelable. Et donc les biocarburants peuvent apporter une solution intéressante, que ce soit pour les carburants maritimes et aéronautiques. On les utilise déjà d'ailleurs partiellement dans les carburants maritimes. Et puis il y a l'ammoniac. Là aussi, alors l'ammoniac, NH3, il y a pas de carbone dans l'ammoniac, donc on brûle de l'ammoniac, ça ne produit pas de CO2. Bon, ceci dit, comme je dirai plus tard, il y a deux difficultés avec l'ammoniac, mais c'est une troisième filière, les quatre filières principales, gaz naturel liquéfié, méthanol, ammoniac et les biocarburants. Donc je vais revenir là-dessus. Alors, la comparaison de ces différentes filières, elle se fait sur leur efficacité carbone, bien sûr, mais ce n'est pas l'unique critère. Il y a tout un tas d'autres critères qui sont listés sur les figures la capacité de production, la capacité de stockage, la capacité des réseaux de distribution, la capacité de soudage, etc. Tout ça sont des problèmes de CIR qu'il faut aussi prendre en compte, et tous ne sont pas au même niveau. Certains de ces produits sont toxiques, il faut prendre en compte ça. La corrosivité, Michel, aide-moi. La corrosivité de ces produits est différente. Et puis surtout, ce que vous voyez en bas, c'est la densité volumique d'énergie de ces carburants. Et vous voyez que par rapport
au gasoil traditionnel qui a la densité la plus forte, et c'est ce qui a fait son succès dans le passé, eh bien toutes les autres solutions ont des densités plus faibles, ce qui veut dire que pour la même énergie, il faut des soupes plus grandes. Des soupes plus grandes, ça veut dire moins de fret, et donc tout ça se termine par des coûts. Alors, revenons un petit peu là-dessus. Alors, le gaz naturel liquéfié. Comme vous dites, effectivement, le gaz naturel liquéfié, il faut le mettre à moins 163 degrés. Il faut le transporter à moins 163 degrés. Alors, c'est une technologie extrêmement complexe et délicate, et c'est une technologie maîtrisée. Et d'ailleurs, Cocorico, c'est une société française, GTT, qui a le monopole mondial de cette technologie et qui fabrique ou fait fabriquer sous licence toutes les cubes de métallier qui circulent actuellement dans le monde, qui sont en commande actuellement dans le monde. Donc cette technologie existe, elle est complexe, elle est chère, mais on peut faire. Alors le GNL aujourd'hui produit 20% de moins, c'est ce qu'on dit, 20% de moins de CO2 que les autres carburants existants, ce qui est une étape. Cette étape permet, si on revient aux objectifs qu'on a vus tout à l'heure, permet de tenir jusqu'à 2030, 2035. Au-delà, si on réduit encore un peu la vitesse, mais ça ne permet pas d'aller aux objectifs de 2050, bien évidemment, mais c'est une solution transitoire qui est extrêmement intéressante, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez une grande partie des navires en commande qui sont aujourd'hui équipés pour le GNL, et notamment les navires de croisière, donc ceux que produisent actuellement les chantiers de l'Atlantique sont à cette technologie. Et puis au-delà de 2030-2035, on pourra rajouter progressivement une proportion de biométhane pour augmenter encore l'efficacité carbone et réduire encore les émissions de CO2. Donc les procédés mis en œuvre sont connus, sont maîtrisés, existent. On peut envisager à terme même de produire de façon synthétique et artificielle du méthane. Encore, c'est quelque chose que l'on connaît. Il suffit de combiner du gaz carbonique et de l'hydrogène et on arrive, in fine, à faire du CH4. La seule contrainte, c'est qu'il faut que l'hydrogène soit d'hydrogène vert, c'est-à-dire que l'hydrogène qui est aujourd'hui produit dans le monde et la chimie en consomme pas mal, et de l'hydrogène qui est noir, c'est-à-dire qui est fabriqué par craquage ou par réformage d'hydrocarbures fossiles, alors qu'il faudra dans l'avenir faire de l'hydrogène à partir de l'eau, par électrolyse, tout bêtement. Et là, c'est une autre paire de manches. Non pas qu'on ne sache pas faire l'électrolyse, mais d'abord, ça a un rendement énergétique assez faible qu'il faut absolument augmenter. Et puis, il faut des installations industrielles gigantesques qui n'existent pas aujourd'hui. Quant au CO2, le CO2, ça, on n'en manque pas, au contraire, on en a trop, mais il faut le capter. Il faut le capter, et il faut le capter dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, bien qu'il ait des effets délétères importants, il n'y en a quand même pas beaucoup, ça se prend dans quelques pourcents. Il faut brasser énormément de mètres cubes d'air pour en retirer des quantités de CO2 significatives. Et là encore, les procédés doivent être développés, sont en développement, et l'infrastructure industrielle est à créer. Alors, l'inconvénient, au-delà de tout ce que j'ai dit, l'inconvénient du gaz naturel, c'est que le méthane liquide, il s'évapore, il faut qu'il s'évapore pour l'utiliser dans
dans les moteurs, mais de toute façon, c'est d'accord. Et il peut fuir, et il fuit. Il fuit si les moteurs ne conduisent pas une combustion complète du méthane, il fuit au moment de sa production, de sa liquéfaction, etc. Et donc ces fuites de méthane, c'est une catastrophe parce que le méthane est 60 fois plus nocif que le CO2 avec l'excès. Donc si on remplace du CO2 par du méthane que l'on envoie dans l'atmosphère, ce n'est pas une réussite. Donc il nous faut maîtriser ce problème des fuites de méthane. Je suis assez optimiste sur le fait d'arriver à bien améliorer les choses, mais il reste ce risque. D'où l'idée de passer au méthanol. Alors le méthanol, c'est du méthane transformé en alcool, et donc c'est liquide à température ambiante. Et donc si on utilise du méthanol comme carburant au lieu du méthane, eh bien on évite ce problème de fuite. Mais le méthanol a d'autres ennuis, une densité énergétique un peu plus faible que le GNL, d'une part. D'autre part, c'est un produit pour lequel il n'existe pas aujourd'hui toute l'infrastructure de production et de distribution qu'il y a pour le gaz. Donc tout ça sera à créer. C'est un produit synthétique. Le méthanol, on ne le trouve pas dans la nature, il faut le créer. Donc, dès à présent, il faut le créer par captage de CO2 et par combinaison avec de l'hydrogène vert. Donc on revient au problème précédent, d'infrastructures industrielles à créer, même si les process industriels pour fabriquer ce genre de produits sont bien connus et depuis longtemps. Les problèmes sont aujourd'hui des problèmes d'infrastructure industrielle. Alors, en ce qui concerne le méthane, GNL pouvait progressivement produire du biométhane pour en faire quelque chose de plus vert. En ce qui concerne le méthanol, comme je l'ai dit même d'entrée de synthèse, il faut y aller du tout au long. Alors, le premier porte-conteneur au méthanol de la photo, le Loramers, qui a été baptisé la semaine dernière, le mois dernier, pardon, et il sera en service d'ici quelques mois. Il y a un certain nombre, il y a 25 navires comme celui-là en commande aujourd'hui, qui sont autres en repos. Donc ça fait pas beaucoup, c'est beaucoup moins que le GNL, mais tous les armateurs aujourd'hui s'intéressent à cette filière-là, parce que le GNL et le méthanol aujourd'hui, les choix ne sont pas encore faits de façon définitive. L'ammoniac. Alors l'ammoniac, c'est pour encore plus loin, sans doute après 2030, parce que l'ammoniac, c'est zéro carbone, à condition, là encore, qu'il soit fabriqué de façon verte. Donc, à partir d'azote capté par séparation de l'air, et là encore, d'hydrogène. Alors, pour toutes les solutions, il y a de l'hydrogène. On reviendra sur ce problème de l'hydrogène. Alors, l'ammoniac, c'est pour un peu plus loin parce que les moteurs sont en cours de développement, ils ne sont pas encore qualifiés. L'ammoniac a de faibles performances de combustion, qui fait qu'il faut un pilot, comme on dit, pour l'utiliser, ce qui complique les choses et peut dégrader un peu les performances carbone. C'est un produit corrosif, c'est un produit qui est très toxique. Et puis si ça ne produit pas de CO2, ça produit des oxydes d'azote. Les oxydes d'azote, on n'a pas ça, que ce soit le l'espérant, que ce soit le
c'est pas très sympathique. Donc, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Alors, finalement, où va-t-on avec tout ça? Des scénarios ont été étudiés et finalement, on part d'une donnée qui est le besoin en électricité. Pour faire de l'électrolyse, pour faire de l'hydrogène, il faut de l'électricité. Pour capter du CO2, il faut un certain nombre d'installations qui consomment de l'électricité. Pour faire des synthèses de carburant, il faut de l'électricité. Et donc, toute la question de base, c'est aurons-nous assez d'électricité? Allons-nous trouver assez d'électricité décarbonée, bien sûr. Pas d'électricité des centrales à charbon. Alors, l'Agence internationale de l'énergie prévoit que vers 2050, on produira dans le monde de l'ordre de 40 000 TWh de puissance électrique décarbonée par an. Si on fait une rapide règle de 3 en disant que le transport maritime, c'est 3% de la consommation d'énergie mondiale, aujourd'hui on dit 3% de 40 000 TWh, qu'est-ce que ça donne? Ça donne autour de 1200 TWh. Et donc on se dit le transport maritime pourra bénéficier, grosso modo, tout étant mis ensemble, de 1000 à 1200 TWh d'énergie électrique décarbonée chaque année. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, on construit un scénario qui est celui qui est en vue, c'est-à-dire qu'on peut couvrir à peu près 44-45% des besoins énergétiques du transport maritime transformé en carburant de synthèse. C'est le vert là-bas. On pourra compléter ça avec 25% de carburant biosourcé, donc renouvelable. Mais il restera encore 15% de gaz naturel et sans doute aussi encore 16% reliquats des navires plus anciens qui continueront à consommer du fioul. Voilà. On n'est pas au zéro carbone, mais voilà ce qu'on peut raisonnablement imaginer comme situation en 2005. Alors donc ça suppose qu'on dispose effectivement d'un millier de térawattheures par an d'électricité décarbonée et avec lesquels nous pourrions pas, que l'on puisse produire des biocarburants à équivalence de 30 à 40 millions de tonnes d'équivalent pétrole, que l'on puisse disposer d'hydrogène vert, alors vert ou jaune, l'hydrogène, on vous donne des tas de couleurs. L'hydrogène vert, c'est l'hydrogène décarboné fait avec de l'électricité éolienne ou de panneaux solaires. Le jaune, c'est l'électricité produite par de l'électricité, c'est l'hydrogène produit avec de l'électricité nucléaire. Et puis toutes les autres couleurs, ce sont d'autres processus. Alors il y a l'hydrogène blanc. L'hydrogène blanc, c'est produit à partir d'hydrocarbures fossiles, mais à condition de capter le CO2 et de le retrouver de façon à ne pas le retrouver dans le monde. Vous avez toute la palette des couleurs sur le mode de fabrication d'hydrogène. Ce qui nous intéresse, c'est le vert ou le jaune. Voilà, et puis le CO2, que l'on arrive, de par le monde, à capter 330 millions de tonnes de CO2 par an pour les affecter aux besoins du transport maritime, sachant que le transport aérien a à peu près les besoins même ordre de grandeur que le transport maritime, pas du transport routier, qui a des besoins infiniment plus grands. Et puis tous les autres secteurs de l'économie. Aujourd'hui, les premiers destinataires d'hydrogène vert, le jour où on en aura un petit peu, ce sera sans doute la sidérurgie ou le cimenterie ou encore l'industrie chimique. Alors, je vous ai parlé des carburants, juste un mot pour
propulsion électrique a sa place. Mais comme vous le voyez sur le schéma là-haut, la propulsion électrique, ça n'est vraiment intéressant que si vous avez des parcours qui sont relativement courts, c'est-à-dire qu'il faut être à proximité des banques de recharge. C'est vrai pour la route, c'est vrai pour les bateaux, c'est vrai pour les avions. Donc les navires au long cours sont peu adaptés à la propulsion électrique. Quant à la propulsion bélique, c'est une filière d'avenir. On a en France de vrais talents en la matière. On a beaucoup de PME dans ce domaine-là. Et c'est une solution, même si elle n'est pas universelle, c'est une solution qui apportera un intérêt certain à la décarbonation. J'en dis pas plus, puisque je pense que l'exposé suivant nous en parlera beaucoup plus long. Voilà, alors ça c'était au niveau mondial, au niveau français. Quelques mots sur le niveau français. Le secrétaire d'État à la mer a publié au mois d'avril de cette année, a publié la feuille de route de la décarbonation du transport maritime. Donc cette feuille de route explique un petit peu où on veut aller. Cette feuille de route s'appuie sur des simulations qui sont trop simples, je les expose comme je le fais là, mais qui en fait sont beaucoup plus complexes parce que le nombre de paramètres est très grand. Ces simulations sont aujourd'hui ont été établies et vont être exploitées par un institut qui va être basé ici à Nantes, qui s'appelle le WIP 2050 et qui vient d'être créé. Et c'est un outil absolument essentiel pour prendre des décisions, parce qu'à la clé de ces décisions, ce sont des investissements aujourd'hui gigantesques, et je reviendrai un petit peu là-dessus. Voilà. Alors, cette feuille de route de la décarbonation, il y a la feuille de route française. Je donne quelques exemples à droite et à gauche de feuilles de route identiques dans d'autres pays, les grands pays maritimes, la Chine, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Italie, bref, tous les grands pays maritimes aujourd'hui ont maintenant leur feuille de route de décarbonation du maritime. En appui de cette feuille de route strictement maritime, deux stratégies importantes. La stratégie hydrogène, qui fait partie du plan France 2030, 9 milliards sont fléchés par l'État pour la production d'hydrogène décarboné. Et la stratégie CCUS, c'est-à-dire la stratégie capture et stockage du carbone, qui doit permettre d'arriver à disposer de CO2 pour pouvoir le transformer ensuite en carburant de synthèse. Alors, à partir de ces simulations, a été bâti un scénario de référence qui est là, où vous voyez qu'une majeure partie, plus de 50% de l'énergie consommée par le transport maritime en 2050 sera des carburants synthétiques. Alors, le VELIC n'intervient pas là-dedans parce que ça parle des énergies payantes, si j'ose dire. Le VELIC étant à la base d'une énergie. Voilà, alors les besoins sont expliqués en bas. Il nous faudra en 2050 3,8 millions de tonnes de carburant synthétique pour que nos ports puissent alimenter, sauter, comme ils disent, tous les navires qui ont besoin de s'approvisionner dans nos ports. C'est un élément essentiel, parce que si en 2050 nos ports ne sont pas capables de fournir des carburants aux navires qui en demandent, eh bien les navires iront ailleurs. Nos ports n'ont pas une santé très flambante si ils ne peuvent pas fournir le carburant, ils perdront encore d'attractivité.
Pour produire ces carburants donc, sous la forme durable du scénario établi, eh bien, il est nécessaire d'avoir en 2050, d'affecter en 2050 entre 30 et 40 TWh de production électrique uniquement pour produire des carburants de synthèse dont nous aurions besoin nationalement. Alors, 40 TWh, c'est 4 réacteurs nucléaires, type EPR. Ça peut paraître beaucoup, et rien ne dit qu'en 2050, on pourra consacrer 4 EPR uniquement pour faire du fuel du carburant. Si là, nous dire 2050, c'est 500 TWh pour la France. Oui, oui. Oui. Alors, d'ailleurs, 500 TWh production française totale en 2050, c'est la moitié du besoin mondial d'énergie pour les carburants maritimes. Donc il faudra deux fois la production française pour produire les carburants maritimes. Ceci dit, il est évident que l'on ne fabriquera pas en France la totalité des carburants dont on aura besoin. Aujourd'hui, on les importe en totalité. On n'a pas de pétrole, même si on a des idées. Donc, si on arrivait, ne serait-ce qu'à produire nationalement une quantité significative de ces carburants, ça serait déjà un gain en matière d'indépendance énergétique et de souveraineté. Donc bien sûr, l'objectif ne sera pas de les fabriquer en totalité et il faudra aller les chercher ailleurs. Ce qui pose d'autres questions auxquelles il faut réfléchir dès maintenant, c'est-à-dire que ne pas sombrer de la dépendance au pétrole vers d'autres types de dépendance, choisir dès maintenant nos approvisionnements et surtout choisir les endroits où nos entreprises, nos financeurs vont investir plus à l'étranger pour créer des usines de production d'hydrogène et de carburant de synthèse, là où les conditions, je dirais, sont les plus favorables. Faire du solaire en Afrique du Nord ou en Amérique du Sud, faire de l'éolien offshore déjà, et ensuite dans des zones fortement ventées, il va falloir participer à cette grande nouvelle course qui va se développer. Voilà. Et derrière tout ça, il y a des enjeux stratégiques majeurs. Alors, pour ce qui est de l'hydrogène, je veux dire que là aussi, le plan à 9 milliards de France 2030 prévoit en 2050 6,5 gigawatts d'électrolyseurs. 6,5 gigawatts, c'est bien 4 centrales nucléaires. Alors, le problème, c'est que ces 6,5 gigawatts d'électrolyseurs devront servir un petit peu l'aéronautique, devront servir un peu tout. Bien évidemment, des choix et des arbitrages seront absolument nécessaires. Alors, les enjeux stratégiques derrière tout ça, eh bien, c'est d'abord d'atteindre les objectifs nationaux de décarbonation. L'accord de Paris et ses suites, si on veut rester sur une planète vivable. Deuxième enjeu, c'est renouveler les flottes. Alors, d'ici 2050, à peu près tous les navires existants aujourd'hui auront atteint leur limite d'âge et devront être remplacés. Ils seront remplacés par des navires avec des technologies nouvelles, donc sans doute plus chères à construire et à entretenir. Et donc là, il y a un enjeu pour les armateurs de trouver des ressources pour le faire.
et pour nos industries, pour conserver ou gagner des parts de marché dans ce domaine de la construction de navires. L'adaptation des ports, là aussi, je le dis un petit peu, c'est vital pour nos ports de savoir faire cette transition. Cette transition est en cours pour ce qui est de l'alimentation électrique, c'est-à-dire que les navires maintenant, de par la réglementation européenne qui accostent dans un port, doivent passer sur le courant quai pour ne plus faire tourner leur moteur alors qu'ils sont au centre des villes. Et cette adaptation des ports, derrière ça, il y a bien sûr la capacité à fournir les carburants qui vont bien. Voilà. Ces carburants alternatifs, comme je l'ai dit, il va falloir aller les chercher. Une partie, il faut absolument qu'on l'approvisionne nationalement, mais le reste, il faudra qu'on sache aller le chercher sans se créer de nouvelles dépendances dont on a vu les conséquences. Voilà, et puis derrière tout ça, il y a la préservation des filières industrielles et des emplois, donc ce n'est pas une question purement technique de savoir quel est le meilleur carburant à choisir, mais il y a tout un tas d'implications qui se mettent derrière. Et on a là les grands enjeux écologiques, si je veux dire, du futur. Et je pense qu'il faut que toute notre énergie aille vers la résolution de ce genre de problème, plutôt que dans des querelles qui sont quelquefois un petit peu hors de proportion avec ce type d'enjeu. Voilà, et sachant que si le maritime c'est important, il n'y a pas que le maritime, il y a aussi les autres secteurs industriels qui doivent en passer par les mêmes problèmes et les mêmes solutions. Voilà, je vous remercie. Merci. On va garder, vous avez sûrement quelques questions, j'en suis certain. On va les garder pour tout à l'heure, parce que nous avons prévu, pour compléter cette brillante conférence d'Alain Bovis, de l'enrichir avec un témoignage industriel. Car bien sûr, et tu viens de le rappeler, il faut que l'industrie puisse suivre. Et comme ici, dans l'Ouest, nous sommes sur une terre industrielle extrêmement vivace, nous sommes également sur une terre où le vent souffle, n'est-ce pas? On l'a vu récemment, des fois un petit peu fort. Donc, le sujet que tu n'as pas trop abordé, c'est le sujet vélique. Volontairement, on en avait convenu. Eh bien, j'ai demandé à Vincent Bernatet, qui est un ingénieur aéronauticien, je crois, tu as travaillé chez Airbus, tu as créé tu es le PDG de ton entreprise qui doit s'appeler RC, si je ne m'abuse, en 2016, tu nous en parleras un petit peu, et tu vas nous apporter ton témoignage sur justement un enjeu industriel, comment on va pouvoir vaincre ces problèmes technologiques, mais pas que, économiques, mais pas que, financiers également. Donc, je te passe la parole en te remerciant de bien vouloir respecter les horaires que nous avions convenus, de façon à garder un petit temps d'échange. Merci. Donc voilà, donc, Vincent Bernatet, j'ai effectivement cofondé avec un partenaire qui était aussi ingénieur aérodynamicien. Lui, moi je suis plutôt un profil d'industriel, enfin de généraliste, arts et métiers, et ensuite aéronautique, pardon, par le volet des pilotes automatiques, donc de l'automatisme et de l'automatique. Donc cette société en 2016 avec la volonté de faire quelque chose pour l'environnement et basée sur une idée relativement simple qui était d'automatiser un caille pour tracter les navires. Alors le concept existait. En 2007, une société allemande avait tenté et réussi à tracter sur l'Atlantique un grand vraquier. Donc l'idée de pouvoir générer le niveau de puissance nécessaire avec une voile volant devant le navire, etc., était une idée qui avait été aboutie. En revanche, ce qui manquait, en fait, c'était la maîtrise en termes de conception système et d'automatisation du vol et de toute l'opération, on va dire, dans la mesure où il leur fallait un certain nombre de personnes à l'avant du navire pour envoyer le
kite ou le récupérer. Mais à la vente d'un navire de commerce, ça ne se pose pas exactement comme à la vente d'un voilier. Et il n'y a pas le personnel, il n'y a pas, voilà, l'optique, et donc c'était quelque chose qui était non viable. Et donc le prérequis pour une viabilité aussi bien opérationnelle qu'économique d'un tel concept, c'était vraiment l'automatisation totale. Donc venant de l'aéronautique, et c'était mon métier à l'origine, l'idée d'automatiser le vol du kite en particulier, pas que le vol, hein, il y a aussi le déploiement, mais le vol du kite, c'est vraiment des compétences cœur de l'aéronautique et qui ont été initiées par Airbus, puisque c'est comme ça que la petite société Airbus est devenue un géant, alors qu'au départ c'était une PME près de Toulouse, avec Boeing et McDonnell Douglas qui trustaient le monde entier. Donc en fait, ils ont fait ce qu'on dit à Nantes un pas de côté, ils ont fait une innovation radicale dans l'utilisation en fait, d'un calculateur et pour non pas tirer une timonerie qui actionnait les surfaces mobiles de l'avion, que ce soit aileron, volet ou queue, mais d'envoyer des impulsions vers un calculateur, lequel transcrivait les ordres nécessaires à des moteurs électriques ou hydrauliques à proximité des surfaces de vol, ce qui permettait, dans un premier temps, et c'était l'optique première, d'alléger l'avion et de simplifier sa maintenance, mais ce qui s'est avéré être un moteur à la fois un outil fabuleux pour la safety, la sécurité, puisqu'en fait ça permettait de créer des enveloppes de fonctionnement et de sécuriser des enveloppes de fonctionnement pour tempérer ou limiter les erreurs humaines éventuelles. Et d'autre part, un merveilleux outil d'amélioration, puisqu'à partir du moment, alors on parle beaucoup aujourd'hui, les data, l'utilisation des data, mais c'était bien l'idée, c'est-à-dire qu'on a un modèle, on l'utilise pour savoir quelles sont les commandes à appliquer à un système, en l'occurrence volant, et à mesure que l'expérience se crée, on capte des retours, et ces retours vous permettent d'améliorer le modèle, et ainsi améliorer les commandes à venir. Et pour vous donner une idée, un chiffre qui peut marquer, c'est que vous connaissez tous la série des avions A320, 319 à 321, qui est l'avion le plus volé, le plus vendu, le plus volé au monde, il y en a à peu près 9000. Cet avion, en fait, il a plus de 40 ans maintenant, et tous les 15 jours, en fait, le moteur de calcul est mis à jour pour intégrer ce qui a été découvert en opération, soit des questions de safety, des améliorations de performance aussi possibles, et bien sûr suivre aussi les évolutions de l'avion, parce que l'avion il a 40 ans, mais il a évolué en 40 ans. Donc ceci pour dire que en fait, ce cœur de connaissances aéronautiques, c'est vraiment la petite pépite qu'on a cherché à transposer au secteur maritime. Venir à Nantes aussi, c'était une façon de faire ce transfert de Toulouse, d'intégrer un écosystème particulièrement riche sur la région, et je vous en parlerai dans un instant, dans le secteur d'élite, dans le secteur maritime et au-delà, hein, avec des talents et une capacité transsectorielle très importante qui est très propice à l'innovation. Voilà, donc notre produit, c'est le kite. Alors, j'avais une petite vidéo à vous lancer, mais je me demande si... Non, elle n'apparaîtra pas. Dommage, j'espère que la suivante viendra. Donc je ne sais pas si, par contre, donc vous voyez l'image, hein, donc le kite à l'avant du navire, donc un kite, un long câble, ce câble tire la proue du navire, le kite part sur l'avant, effectue des vols de 8, et je vous dirai plus tard l'intérêt de la chose. Alors, sans vouloir paraphraser mon nom, mais disons que l'idée c'était de recentrer un petit peu sur les enjeux. Je passerai très vite puisque l'exposé, la conférence précédente a été très fouillée, très complète hein, sur le sujet. Mais globalement, 90% des objets que nous avons autour de nous passent par les mers. Voilà, certains parlent de 80, d'autres 90, mais comme le disait M. Bovis, voilà, c'est l'épine dorsale de l'économie mondialisée. Alors pour arriver à faire transiter toutes ces marchandises, en fait, on utilise aujourd'hui à peu près 50 000 navires de plus de 5 000 tonnes de tonnage et 3 000 TWh. Alors c'est un chiffre qui dit peu de choses à peu de gens, mais
mais voilà, c'est un chiffre très très significatif, donc 3000 TWh pour faire avancer ces navires. À l'échelle française, hein, pour se ramener un petit peu proche de chez nous, c'est 90 TWh. Aujourd'hui, comme disait M. Louis, ce qu'on utilise, c'est essentiellement du fuel. Il n'y a pas de surprise là. Et l'inconvénient, bien évidemment, c'est que ce fuel il génère des émissions liées à sa combustion. Donc, comme ça a été dit précédemment, à peu près 1 milliard de tonnes de CO2 annuel, soit à peu près 3% des émissions mondiales, et 17% si rien n'est fait, à la mesure de ce qui était anticipé comme croissance du trafic maritime. Mais tout ceci sous condition, comme ça a été précisé, des évolutions géopolitiques des années à venir. Bien sûr, beaucoup de pression s'applique. Aujourd'hui, à ces 1000, et c'est la même chose sur les autres industries, à ce milliard de tonnes de CO2, bien sûr, que ce soit, et les choses se sont énormément accélérées dans les 5 dernières années, on en a été simplement les témoins. La réglementation s'est mise en place, ça a été précisé, mais au-delà de la réglementation, qui a un côté coercitif, mais qui vient dans le temps, puisque les choses avancent lentement, mais le secteur financier applique une pression de plus en plus forte, puisque que ce soit les banques ou les investisseurs cherchent à verdir leur portefeuille et par conséquent sont de plus en plus réticents. Et ça s'accélère à investir dans des technologies, des navires qui n'auraient pas un caractère plus vertueux qu'il n'est aujourd'hui. Et puis, chose que moi-même je dois bien avouer, quand j'ai démarré l'entreprise, j'attendais bien sûr comme chacun l'évolution sociétale des clients qui demandent à avoir des produits transportés de façon plus vertueuse, mais sont des phénomènes généralement extrêmement lents. Il s'avère qu'ils s'accélèrent beaucoup parce que en fait, les clients demandent, mais les grandes marques ont leur marque qui est exposée. Donc en fait, là où on aurait pu penser que ce serait un process qui prendrait à peu près 20 ans, les choses accélèrent là aussi. Et donc on a la convergence de ces trois types de pression qui amènent à considérer de s'éloigner de ces sources de pétrole qui sont la base du transport maritime aujourd'hui. Alors ensuite, l'idée largement répandue qui est de dire tout va bien, on va venir avec des fuels verts, comme disait M. Louis, il y a quelques ménagements à apporter là-dessus. On pense en particulier à l'ammoniac et au méthanol, là-dessus on est cohérent. L'hydrogène étant plus difficile à utiliser, là quand on parle de 50 000 navires, on ne parle pas du caboteur du petit bateau qui traverse le port. On parle de gros navires de commerce avec des tonnages de plus de 50 000 tonnes, globalement. Enfin, 5 000 tonnes à 5 000. Voilà. Nous, on vise plus de 50 000 tonnes. Et donc, les fuels verts, le besoin, il est colossal. Et ça a été précisé. Ce qui a été aussi précisé, c'est que, et ce qui est marquant, et là, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'études, hein, c'est du bon sens, c'est que le rendement de passer d'une électricité verte, donc du vent, à une électricité verte que l'on transforme, que l'on transporte, que l'on stocke au moyen que l'on utilise pour générer un fuel vert, lequel va être aussi stocké, transporté, amené au point de distribution, le rendement il est à peu près de 10%. Donc quand on parle de 3000 TWh à la pompe, ça veut dire, ou à l'hélice, ça veut dire qu'il faudra 30 000 TWh. Et juste parce que ces chiffres n'évoquent pas plus pour moi que pour beaucoup d'entre nous, juste pour le ramener, on parle de 60 000 champs éoliens équivalents à celui de Saint-Nazaire. Voilà. Donc si on le ramène à l'échelle française, qu'on appréhende géographiquement un peu plus facilement, c'est quand même 1800 champs. Donc on peut se poser des questions. On peut se poser des questions sur, très simplement, et je ne suis pas expert en la matière, mais comme tout citoyen, les investissements qui seront requis,
La gouvernance qu'il va falloir mettre en place, parce que chacun attend son voisin. Celui qui amène le fuel veut que le bateau soit là, celui qui amène le bateau veut que le chargeur soit fait à payer, le chargeur veut que... Bref, donc il y a toute une chaîne de valeur à mettre en œuvre, et autant de personnes alignées, autant de temps nécessaire. Et puis, simplement, mécaniquement, de l'ingénierie à la production et au déploiement industriel, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, il n'y a pas... Je pense qu'il y a un consensus sur le challenge d'amener tout ça. Il n'y a pas de consensus, donc moi je vous apporte un chiffre, une vision modeste sur le sujet. Je pense que c'est de l'ordre de 20 à 30 ans au bas mot pour arriver à échelle, dans une échelle qui se rapproche du besoin, je n'ai pas dit au besoin, qui se rapproche au besoin, sachant qu'aujourd'hui le LNG, comme c'était précisé, c'est un peu plus de 5% de la fourniture du fuel, du carburant des navires. Pour en venir là où on en est aujourd'hui, quelqu'un du GICAN, qui est bien plus expert que moi, disait que ça a pris 20-25 ans pour arriver à 5%. Donc là, le besoin est beaucoup plus impérieux, certainement, les énergies vont beaucoup plus se mobiliser. Au demeurant, voilà, la physique est la physique, et quand il s'agit de déployer des choses, ça prend du temps. Du coup, et il y a un aspect sur lequel il y a une grosse prise de conscience actuellement au niveau économique et politique, c'est que tout ça, ce n'est que le maritime, et ça a été dit par M. Bovis, hein, tout le monde est en concurrence là-dessus. Les avions veulent leur carburant, l'automobile voudra son carburant. Donc on ne parle là que des besoins du maritime. Donc des arbitrages devront avoir lieu, et sans savoir plus que quiconque ce que sera demain, mais en tout cas, il est nécessaire d'agir sur d'autres pistes, et de plus d'agir tout de suite, et pas dans 25 ans. Voilà, donc le vent, lui, le message que je veux juste dire, tout se complète, hein, il n'y a pas de solution miracle, mais, et ça c'est une conviction forte, mais le vent, lui, une certitude, je pense qu'on peut la partager, c'est qu'il est disponible, c'est-à-dire aujourd'hui, il est illimité et il est gratuit. Donc, et la conviction qu'on partage avec tous les acteurs qui travaillent sur l'utilisation du vent pour les bateaux, puisqu'on est un écosystème que je vous présenterai dans un instant, c'est que en fait, les choses se complètent véritablement, et plus même que se compléter, l'usage du vent permettra d'introduire plus vite les carburants verts. Parce que ce qu'on n'a pas encore dit là, c'est que ce qui est prédit, alors il y a un niveau d'incertitude qui est probablement assez important, mais c'est que le kilowatt de fuel vert coûtera 3 à 4 fois au bas mot le kilowatt actuel. Quand on sait que dans le maritime, le prix du carburant, c'est 50% de la structure de coût d'une opération de navire. 50%. Donc, si vous multipliez cela par 3 à 4, vous voyez, c'est un big bang. Donc, pour arriver à permettre, comme les choses s'échelonnent dans le temps, le gros enjeu de la réglementation pour l'économie, c'est de faire en sorte que ceux qui bougent les premiers ne pâtissent pas d'un désavantage économique du fait qu'ils ont bougé pour être vertueux, pour répondre aux attentes. Mais par contre, s'ils doivent payer 4 fois plus cher du kilowatt, on voit bien qu'il y a un petit désavantage et un biais concurrentiel qui s'introduit. Donc, un objectif fort de la réglementation est effectivement d'arriver à créer un cadre qui permette à ces gens-là d'utiliser, de faire ce mouvement-là sans sortir de la compétition, se faire sortir du marché. Et le vent contribue à ça, parce qu'en fait, l'usage du vent, il permet d'abaisser le besoin énergétique du navire, puisqu'on lui apporte une énergie gratuite. Et ce faisant, en fait, on facilite une bascule et d'absorber une facture accrue, certes, de carburant, mais moins importante que s'il avait à propulser l'intégralité du navire, fournir l'intégralité du besoin propulsif du navire par ces fuels verts qui auront augmenté de 3 à 4 fois de prix. Voilà,
l'idée est de dire, voilà, c'est un premier pas, il est absolument crucial aujourd'hui. Alors on parle du vent, mais il existe d'autres techniques d'efficacité énergétique. Les améliorations moteurs et hélices, il y en a eu pas mal. À chaque fois, c'est de l'ordre de 3%, 4% dans l'histoire et aujourd'hui. Il y a des améliorations sur des coques avec des peintures hydrophiles ou quelque chose qui est relativement récent, qui est de l'utilisation de... Oui, j'entends aérodynamisme, c'est effectivement ça, mais l'utilisation de flux de bulles, une injection de flux de bulles sous la coque, de manière à ce qu'elle glisse plus facilement dans l'eau. Et donc c'est une sacrée innovation, et là aussi, et le bénéfice est de l'ordre de 7%. Okay. Donc le vent, alors les chiffres varient, ils ont besoin d'être stabilisés, voilà, on ne va pas rentrer là-dedans, mais globalement, en fait, il y a un potentiel qui est très très significatif, et avec la tendance que M. Bovis disait, qui est de passer de 14 nœuds à 10 nœuds, alors ça prendra peut-être 10 ans, ça prendra peut-être 15 ans, ça a pris beaucoup moins en 2008, quand il s'agissait de réduire le nombre de navires en mer en premier lieu pour éviter de faire écrouler les prix de transport. Eh bien, plus on abaisse la vitesse de transit des navires, plus sur l'utilisation du vent est pertinente, parce que moins le navire va vite par rapport au vent, plus il peut l'utiliser, tout bêtement. Donc on va avoir un effet bénéfique et un effet très vertueux en fait, de contribution et d'effets qui vont s'additionner à défaut de se multiplier. Alors la propulsion vélique, il y a différentes questions qui sont posées. Court terme, oui, 20%, mais c'est le début. En fait, il y aura davantage, c'est ce que je vous disais il y a un instant. C'est un atout de compétitivité pour le client, c'est-à-dire c'est pas pour les petits oiseaux. En fait, quand on vend une solution telle qu'on vend une solution chez nous, mais les autres sociétés que je peux entrer dans l'instant aussi, eh bien cette solution c'est d'abord une rentabilité, d'abord une économie avec une rentabilité sur l'investissement qui est réalisé. Un navire c'est 20 à 30 ans de durée de vie, les solutions qu'on propose, en tout cas la nôtre, c'est entre 3 et 5 ans de retour sur investissement. Okay, donc on n'est pas dans le rêve, on est vraiment dans une réalité économique, et c'est très très probablement, et on en est convaincu, le choix business le plus pertinent, le plus prioritaire, ou un des plus prioritaires que doivent prendre les armateurs pour être dans la course. Parce que quand on fait une économie de 20%, comme je vous disais, 10% sur la structure de coût des navires, c'est l'histoire des 50% de coût fuel sur une structure de coût navire. Je ne sais pas si vous voyez d'autres industries, mais changer de 10% la structure de coût, c'est colossal. Et quand on parle d'un marché de commodité comme le maritime, marché de commodité au sens économique, c'est peu importe qu'il soit bleu, rouge, triangulaire ou rectangle, ce que je veux, c'est apporter ma tonne de marchandises à destination au moindre coût. La logique, c'est le coût, le coût, le coût, le coût, le coût. Donc en général, ce sont des marchés qui sont en compétition extrêmement rude, avec des marges extrêmement serrées. Donc marge serrée, on parle de 3 à 7%, on ne parle pas d'autre chose. Donc quand on économise 10% sur la structure de coût, on sent que là aussi, on parle de Big Bang, quoi, hein. Ça met des gens hors jeu et puis ça en met d'autres dans la règle. La suite, la question qui vient souvent, c'est de dire ouais, c'est gentil, mais c'est court terme, parce qu'au bout d'un moment, quand on aura des fuels verts partout, dans 30 ans, dans 40 ans, il n'y aura plus besoin. La réponse, est, de mon point de vue, est probablement non, parce que tout ce qui compte, c'est ce qu'on voit sur l'éolien, la production éolienne, ce qui compte, c'est le coût du kilowattheure. Et le coût du kilowattheure, il est gratuit une fois qu'on a amorti le système. Et un système amorti sur les systèmes qu'on produit, ils sont valables 20 ans, donc c'est négligeable en termes d'amortissement. Donc à partir du moment où le prix du kilowattheure du vent est moins cher, il sera largement moins cher que tout fuel vert qui pourra pointer le bout de son nez, la solution est non seulement actuelle, mais elle sera à long terme. Et je pousse le truc, et c'est pas moi, mais il y a peut-être des architectes navals dans la salle, et je serais heureux d'avoir leur retour, mais
il y a un certain nombre d'architectes navals maintenant qui considèrent que les navires de demain seront construits autour du vent. Parce que bien sûr, à partir du moment où on a une énergie qui est moins chère et que c'est un objectif crucial non seulement environnementalement mais économiquement, ben on se préoccupera d'abord d'utiliser l'énergie qui est gratuite. Et ensuite, bien sûr, elle ne suffit pas à elle-même. On l'environnera de ce qui est nécessaire pour qu'elle réalise sa mission, et il y aura toujours besoin de carburant, bien évidemment. Je reviens sur la complémentarité. Donc quand même des changements, y compris dans le métier d'architecte naval, sont à l'aube d'arriver. Alors ce que je voulais vous dire, surtout, c'est que, comme ça a été introduit, on a la chance d'être dans une région phénoménale, c'est pour ça qu'on est venu rejoindre Nantes depuis Toulouse, c'est que en fait on n'est pas tout seul. Moi je représente une entreprise, mais en fait il y a pléthore d'entreprises qui se sont lancées sur l'utilisation du vent. Alors vous connaissez quelques noms dans ceux qui sont affichés, ils font parfois des pages de journaux, ou d'autres sont moins identifiés mais sont tout autant cruciaux, parce qu'en fait on parle d'un écosystème qui vient avec plein de complémentarités. Donc ça va du fournisseur de technologie comme nous sommes, au fournisseur de technologie mais plus logiciels comme d'autres sont, à des transporteurs, des gens qui sont des pionniers dans le transport à la voile, alors parfois 100% à la voile ou 95% à la voile. Et tout ceci est d'une richesse énorme en fait pour faire avancer, gagner en visibilité, gagner en crédibilité et passer des échelons en fait d'entrée sur le marché et de validation des technologies. Voilà, donc ramener à l'échelle française, ceci les deux slides proviennent d'une association qui s'appelle Winship, en fait, qui regroupe l'ensemble des acteurs que je viens de citer. Donc c'est une association qui a pour but simplement d'aider à cette dynamique, et dans lequel l'ensemble des acteurs, on dit concurrents, mais on est plutôt concurrents à l'échelle de 50 000 navires à équiper, je peux vous dire qu'il y a du boulot. Pour tout le monde et plus encore. Et donc ces chiffres en fait représentent l'état actuel. Alors c'est 300 emplois, c'est pas énorme, mais c'est le début, puisque en fait bon nombre d'entreprises, une annonce d'usine a été faite à Saint-Nazaire au mois de juin, 2 ont été lancées à Caen et à La Rochelle précédemment. D'autres, nous on réfléchit à 2 usines aussi de notre côté sur la région, aussi à moins d'une heure de Nantes. Donc voilà, beaucoup de choses bougent, et on ne parle pas juste de développement technologique, on parle véritablement d'industrie et de tissu industriel à construire, à étoffer. Voilà, donc après sur la... Je vais m'excuser. Donc le but était de vous présenter un tout petit peu le produit, mais je l'ai déjà fait. Bon, l'intérêt du kite, en fait, il a je vais commencer par son challenge, c'est le challenge technologique, parce qu'on est sur un concept complètement nouveau, qu'il faut maîtriser beaucoup de choses pour arriver à avoir un kite en mouvement. Mais ce qu'on va chercher, si on y va, c'est parce qu'il y a un intérêt qui est phénoménal. L'intérêt, c'est d'abord la puissance. Parce qu'on va chercher un vent qui est à 300 mètres de haut, le câble de vent fait 700 mètres, la voile fait 1000 mètres carrés, donc à 30 degrés à peu près au-dessus de l'horizon, enfin de la surface de la mer, on parle de 300 mètres de haut. À 300 mètres de haut, le vent est à peu près 50% plus, suivant les modèles, 30 à 50% plus important qu'au niveau de la mer. Donc ça c'est un aspect, mais l'aspect le plus marquant, c'est vraiment propre au kite. C'est que le kite, en fait, pour être sa vertu, enfin son intérêt, est d'être utilisé de façon dynamique. C'est pour ça qu'on le fait voler transversalement au vent apparent. Ce faisant, en fait, on l'accélère. C'est ce que font les kitesurfers quand vous allez en bord de plage et que vous voyez un kitesurfer qui fait un bond de 6-7 mètres de haut et 15 mètres en avant. C'est parce qu'en fait, il est remonté au vent, ensuite il est redescendu un tout petit peu au vent, il a envoyé l'aile dans la fenêtre de vol. C'est ce que l'on fait mais par des automatismes, et que l'on maîtrise. Lui, il le maîtrise quelques secondes, une ou deux, et là, il y a une puissance phénoménale qui le projette. Ce qui se passe, c'est cette accélération transversale au vent, en fait, elle génère beaucoup de puissance parce que, comme pour tout profil d'aile dans un écoulement d'air, la force
traction, la force de portée, de portance, est proportionnelle à la vitesse d'écoulement de l'air au carré sur le profil. Voilà, donc quand vous multipliez avec une aile de profil de finesse 6, c'est à peu près ce qu'on utilise, voire un petit peu plus, au moment où elle passe transversalement, elle a la capacité d'accélérer jusqu'à 6 fois la vitesse du vent, sa finesse, du vent apparent, et donc d'avoir une puissance multipliée par 36. 36 fois la puissance qu'elle aurait si elle tractait simplement en se laissant pousser par le vent. Alors bien évidemment, ceci est quelque chose de théorique, c'est-à-dire que si elle atteint sa vitesse maximale, elle l'atteint au centre du 8, puis elle ralentit pour faire son virage, puis elle réaccélère. D'où l'intérêt d'avoir un câble long pour lui laisser effectuer cette trajectoire aussi librement avec le peu de perte énergétique sur les virages que possible. Mais on voit, la puissance, elle est là, c'est juste de la physique. Hein, donc, je pense que vous êtes avec moi là-dessus. Voilà, et c'est pour ça qu'on s'efforce d'avoir un outil automatisé pour maîtriser quelque chose qui est particulièrement vertueux. Alors après, pardon, le deuxième bénéfice, c'est que ce kite, et c'est quand on a créé cette entreprise, on était voilà, 2 cofondateurs, mais rapidement on était une petite équipe de 5 dans un Algeco pendant quelques temps. On a posé les bases de l'entreprise et notre but c'était de décarboner le secteur maritime. C'est dans nos statuts, c'était, voilà, la loi PAC n'existait pas, mais on était dans cette optique-là. On ne venait pas pour juste faire de la technologie pour la technologie. On voulait vraiment avoir un impact. Donc on a fait un produit de 1000 m², ce qui n'est pas le plus simple de démarrer par le plus gros, mais parce qu'on voulait adresser les navires, les 80% des 80%, suivant comment on regarde les pourcentages, mais l'idée c'était de servir les navires les plus gros qui sont responsables utilisateurs du plus de fuel et donc responsables de plus d'émissions, et donc de tacler ce 85% de navires, ces navires de plus de 50 000 tonnes qui sont responsables de plus de 85% des émissions de l'ensemble du secteur. Voilà, donc c'est ça qui nous porte, c'est ça qui nous a amené à aller fort. Et puis ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est que quand on adresse ce secteur-là, comme les navires ont 20 à 30 ans, n'hésitez pas à me dire combien de temps, s'il faut 2-3 minutes, je peux raccourcir rapidement. Ces navires qui font 20 à 30 ans, s'il faut attendre qu'ils se renouvellent pour avoir un bénéfice, hein, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc là, une des grosses vertus du kite, c'est sa simplicité, sa compacité. Donc il s'installe sur tout navire commercial. On a testé sur les containers, sur les raquettes, des tankers, et aussi des transporteurs de voitures, alors que c'est des navires extrêmement hauts sur l'eau et qui apportent plein de contraintes. Donc le kite il se place sur un fût de 5 mètres de diamètre. Okay, donc ça se place, les navires dont on parle, ils font entre 32 et 45 mètres de large pour 250 à 400 mètres de long. Donc diamètre de 5 mètres, c'est lourd, mais à leur échelle, c'est rien du tout. Donc ça se place, et donc l'idée c'était de ne pas attendre le renouvellement de flotte, mais de pouvoir installer sur des navires tous les navires qui naviguent aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait sur ce navire, le Ville de Bordeaux. On a installé le fût lors de son arrêt de maintenance quinquennale, et 12 mois après, on a installé le système en une demi-journée à La Rochelle. Voilà, donc c'est l'intérêt, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de sortir de son service commercial, parce que parfois il y a des lignes, il y a des cadences ici. Voilà, d'apporter cette flexibilité, d'être capable d'apporter la plus-value tout de suite sur les flottes existantes sans attendre des choses futures, lointaines. Voilà, je passe. Et j'en termine quasiment pour vous dire que... Alors j'avais une vidéo, c'est bien dommage parce que je ne sais pas pourquoi elle ne passe pas les vidéos, mais vous les retrouverez sur YouTube, hein, puisqu'on a fait des tests de vol automatisé dynamique sur ce navire au mois de septembre dernier, donc c'est un gros aboutissement, et ce n'est qu'un point de passage en même temps, c'est-à-dire 1 an et demi en mer, avec 10 ingénieurs en permanence à faire des rotations sur ce navire, à mettre au point le système, etc. Aujourd'hui, il est totalement automatisé, il tracte,
Donc c'était une énorme satisfaction pour les gens qui étaient à bord et pour les 135 salariés qui étaient en ligne à observer ce qui se passait et qui vivaient les émotions avec leurs collègues. Parce qu'avant tout, voilà, on est une équipe de gens passionnés qui nous défonçons pour arriver à sortir ce produit et pouvoir atteindre ces objectifs de décarbonation du secteur maritime. Voilà, on a des origines diverses, elles sont bien sûr aéronautiques et bien sûr maritimes, puisqu'on a intégré beaucoup de gens du secteur maritime, mais aussi de tous horizons, des gens venant de l'automobile ou d'autres secteurs. Ceci, je vais passer, il y a eu quelques déformations. Et juste ma dernière slide pour vous donner quelques chiffres clés sur la société. Donc aujourd'hui, c'est l'équipe que vous voyez en haut à droite. C'est des opérations qui sont aussi bien sur l'Atlantique, c'était jusqu'au mois de septembre. Le navire que vous voyez, la troisième image, en fait, c'est un navire japonais qui navigue chaque mois entre le Japon et l'Australie, un navire de 300 mètres de long, 200 000 tonnes. Et donc on a une équipe à bord aussi. Le système est déjà installé, on est en train de le mettre au point pour lancer peut-être dans quelques mois. Et en bas, une base de test qui est en... Donc, tout le génie civil a été fait à Darla, au Sahara occidental, une zone très très vantée qui nous permet d'avoir une base sol pour tester et avoir des fréquences de tests aéro beaucoup plus importantes qu'à bord d'un navire. Et donc, maturer notre techno et l'améliorer sans cesse, ce qui est notre objectif. Voilà, donc c'est une petite équipe, c'est une équipe de 140 personnes qui est déjà dispatchée sur 3 horizons différents, plus Nantes. Donc ça tiraille dur. C'est une implantation industrielle qu'on est en train de préparer, à proximité de Nantes. L'objectif étant d'avoir une première usine qui soit ready en 2026 avec 300 salariés au global. Et on en vise plus de 1000 à horizon 2030, puisque 2030, l'objectif c'est d'avoir équipé 600 navires. Et vous voyez la relativité, malgré tous les efforts que l'on fait et les investissements que l'on met, 600 navires à l'échelle de 50 000 navires, c'est peu de choses. Et toutes les entreprises qui sont autour de nous, on est dans des sortes de grandeurs qui sont équivalents. Donc il y a assez peu de concurrence à vrai dire, c'est plus un travail collatéral. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on le prend, c'est l'état d'esprit. Voilà, et avec une perspective de chiffre d'affaires de 500 millions en horizon 2030. Voilà pour la présentation. Merci Vincent, en tout cas, tu es un de ces passionnés, c'est certain, on l'a bien compris. Alors, on n'a pas pu voir le film, je vous invite à aller sur YouTube, vous le verrez. Il est très récent, le mois de septembre, j'ai eu l'occasion de le voir. Par contre, tes explications ont été très claires, ont été très très intéressantes. Je suppose quand même que des questions se sont posées, aussi bien pour vis-à-vis de Vincent Bernatet et de son entreprise, exercice qui est récente, 2016, donc on est quand même une entreprise extrêmement récente, que pour des questions pour Alain Bovis, qui a encore des tas de choses à nous dire. Alors, allez-y, qui a des questions à poser à Alain ou à Vincent? N'hésitez pas. Oui, c'est une question pour Alain. Tu parlais du renouvellement de la flotte. Est-ce qu'on n'aura pas un problème en termes de disponibilité de l'acier bas carbone, justement? Parce que si on a besoin d'hydrogène pour l'acier, pour tout, c'est compliqué. Ah ben les problèmes, c'est parce qu'il manque. Et les questions, il est évident qu'il y a tout un tas d'autres sous-questions, sans que ce soit péjoratif, que je n'ai pas abordées et qu'il va falloir analyser. Alors certains même s'inquiètent en disant est-ce qu'il y aura assez de chantiers navals pour renouveler toute cette flotte en une quinzaine d'années. Alors effectivement, aujourd'hui, les chantiers navals dans le monde sortent de l'ordre entre 1000 et 2000 navires. Donc si on veut en remplacer 50 000, on voit que ça fait 25 ans.
l'ordre de grandeur y est. Avant 2008, il y a eu un pic, il y avait une surcapacité mondiale de chantiers navals où on arrivait à sortir le double en termes de navires. Et il y en avait trop, il y a eu une surcapacité qu'il a fallu régler. Donc beaucoup de chantiers, on est passé de 700 chantiers majeurs dans le monde à un peu moins de 300 aujourd'hui. Donc beaucoup de chantiers ont fermé, y compris en France, mais ça c'était encore avant. Les reconstruire, je dirais c'est pas un problème. Quand j'ai visité le Vietnam, j'ai visité un chantier naval, c'était un trou dans la terre. Il y avait un navire qui se construisait au milieu du trou et il faisait le béton des parois du bassin en même temps qu'il construisait le bateau pour pouvoir ensuite le mettre à l'eau une fois que le bateau était terminé, en espérant que le mur soit terminé en même temps. Voilà. Donc l'imagination est énorme et je pense qu'on arrivera à trouver des solutions à ces problèmes. L'acier, il faudra recycler. Il faudra réutiliser les bateaux démantelés pour construire les nouveaux. Une autre question. Oui, bonjour. Vous avez parlé de carburant, de synthèse, etc. Y a-t-il eu une réflexion sur la propulsion nucléaire? Oui, et de plus en plus. Et de plus en plus. Alors, il y a plusieurs entreprises aujourd'hui qui commencent à réfléchir à l'application des petits réacteurs. Vous savez que les petits réacteurs aussi, c'est quelque chose auquel on pense de plus en plus. Les SMR, et utiliser ces petits réacteurs pour propulser des navires. Alors, techniquement, on sait faire. Ça fait 50 ans qu'on fait des navires à propulsion nucléaire, et c'est une technologie tout à fait mature et maîtrisée. La question n'est pas là. La question, c'est d'abord, c'est très cher. Et la deuxième question, bien évidemment, c'est la garantie de sécurité qui suppose toute une infrastructure et toute une organisation que peu de pays aujourd'hui seraient capables de mettre en œuvre. Alors, comme aujourd'hui les navires peuvent s'immatriculer un peu n'importe où ils veulent, l'immatriculer des navires à propulsion nucléaire, c'est pas encore tout à fait au point. Voilà. Mais techniquement, il y a pas mal d'entreprises qui y pensent. Merci. Oui, bonjour. Merci de vos interventions. C'est une question complémentaire vis-à-vis des chantiers navals. Le premier point, c'est est-ce que vous avez une vision de la reconstruction de chantiers navals pour tenir toute une filière, au moins sur une gamme de navires, par exemple les caboteurs qui ont été situés tout à l'heure. Par rapport à votre présentation, toujours dans le cadre des chantiers navals, il y a quand même de plus en plus... Enfin, l'Europe a évalué, à partir des hubs ou des lignes directes, à peu près 30% de ce qui nous arrivait, 37% de ce qui nous arrivait des 90%, comme du cabotage, soit du grand cabotage du Portugal à l'Europe du Nord, ou du cabotage plus court, genre transmanche ou continent, par exemple Irlande. Donc est-ce que vous avez introduit dans votre réflexion cette possibilité? Et dernière question, toujours liée quand même au chantier naval, c'est... bon, moi je viens plutôt de l'éolien, enfin des ENR et puis des EMR, et entre le moment où ça a explosé un peu comme chantier ou filière, il y a eu après des concentrations. Le VELIC, alors c'est plutôt sur le VELIC ne concerne pas que la France. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des concentrations? Est-ce qu'elles se centraliser sur l'avance française, plutôt européen, puisqu'il y a les rotors, ou plutôt une reconcentration entre les différentes nations maritimes qui sont en train de mettre aussi des systèmes à partir du VELIC, je parle des rotors ou des voiles, voire des accessoires VELIC.
Alors, ça fait beaucoup de questions. Si j'essaie de voir. Alors, le cabotage, ou le short sea, comme on dit dans le sport, effectivement, je crois que, comme vous dites, 30% des échanges intra-européens se font par voie maritime. Pourtant, l'Europe est un espace continental, mais malgré tout, plus de 30% de ces échanges se font par voie maritime. Il y a quelques années, on avait inventé les autoroutes de la mer, ça n'a pas très bien marché. Sans doute que ça n'était pas très bien pensé, sans doute. Alors, pour ce type de navigation, le short sea, effectivement, on peut imaginer, et là, la propulsion électrique peut avoir son intérêt, qui, elle, est totalement décarbonée, soit à base de batteries, soit à base de piles à combustible à hydrogène. Sont des choses qui peuvent être pensées. D'ailleurs, pour les navires de pêche, il y a une réflexion qui est en cours pour équiper les navires de pêche de propulsion électrique et notamment piles à combustible. Bon, là encore, est-ce que c'est accessible financièrement par une activité comme la pêche? On peut en douter aujourd'hui. C'est des systèmes qui sont chers, mais aussi qui sont complexes et délicats. Et je ne suis pas sûr que les navires de pêche soient bien adaptés pour ça. Alors des batteries, oui, ça peut fonctionner, mais après, il faut voir si ça permet d'atteindre les objectifs d'autonomie suffisante. Qu'est-ce que vous aviez demandé également? Capacité peut-être à créer des chantiers navals en France? Ah, alors, les chantiers navals en France, on les a tous fermés, sauf un, du moins les grands chantiers, à Saint-Nazaire. C'est une des questions, mais ça paraît difficile aujourd'hui de recréer des chantiers navals. Mais pourquoi pas, hein. Il faut voir l'analyse économique. Je ne sais pas si elle est faite aujourd'hui pour recréer des chantiers. Et puis surtout, il y a un problème, c'est que les anciens chantiers ont tous été remplacés par d'autres activités, et que pour créer des chantiers, il faut avoir de grands espaces fonciers, et je ne suis pas sûr qu'ils soient aujourd'hui encore disponibles. Dans la question qui a été posée, il y avait également une question sur le Vélic, parce que tu aurais quelques éléments. Oui, c'était la question, est-ce qu'il y aurait consolidation, est-ce qu'il faut anticiper une consolidation? Et je pense que la question, elle est très pertinente. On voit la dimension colossale du problème à régler. Je vous disais que nous, notre plan 2030, c'est 600 navires, que nos collègues à côté, les autres entreprises, je ne connais pas leur plan finement, mais c'est l'ordre de grandeur qu'ils peuvent imaginer en partant de rien. Et donc, quand on voit le marché adressé de plus de 50 000 navires, bien sûr qu'il faut une puissance de feu pour monter beaucoup plus vite et adresser le problème qui est supérieure. Bien sûr qu'à partir du moment où le sujet devient principal, mainstream, ce qui commence à l'être, des gens vont s'y intéresser. La question, elle est non seulement à imaginer, elle est à souhaiter, elle est à anticiper, parce qu'en fait, les acteurs coréens, par exemple, pour ne citer que, ou chinois, qui font aussi de la technologie. En Corée, c'est poussé. Eh bien, ceux-là, ils démarrent d'ores et déjà avec des solutions type rotor, vous l'avez cité, parce que ce sont des barrières d'entrée technologiques qui sont faibles. C'est une technologie qui existe depuis les années 60-70, quoi. Donc, je ne dirais pas que tout le monde peut le faire, mais disons que voilà, c'est quelque chose qui a été largement éprouvé. Et c'est dans leur corde en termes de compétences. Donc eux, ils partent là-dessus. Les technos qu'on vous a montrés là en France, ce sont des ailes ou des cales, différents types d'ailes. Il y a des verrous technologiques, des barrières d'entrée quelque part technologiques qui sont pas nécessairement appréhendables aussi facilement. On peut y arriver au bout d'un moment, mais et donc ce serait même à souhaiter que des industriels
français, voire européens, s'y intéressent et se lancent dans la course avec une ou plusieurs petites entreprises pour avoir ce levier de démultiplication pour passer à une échelle industrielle, à une échelle de service mondial. Vous voyez le type de challenge qu'il y a à couvrir. Je crois que nous avons les éléments d'une filière d'excellence là-dessus en France. Le problème aujourd'hui, effectivement, c'est que nous avons une foule de petites entreprises qui développent chacune leur technologie, hein, les ailes rigides, les ailes semi-rigides, les ailes gonflables, les ailes cylindriques, soufflées ou pas soufflées, tournantes, articulées, etc. Bon, chacun a sa technologie, et il faudrait arriver à consolider tout ça pour en faire une filière d'excellence qui soit équivalente aux autres filières de propulsion que l'on peut trouver dans le monde. Ça, c'est à la fois une volonté politique et de politique industrielle, et puis bon, il faut que les acteurs aussi jouent le jeu. Mais on a deux véritables pépites là-dessus. Bonjour, je représente le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation de la région Pays de la Loire, Thierry Fanac. Et ma question porte plus précisément sur les compétences dont nous disposons pour développer la propulsion vélite en région au niveau national. En fait, je comprends que nous aurons besoin, nous avons d'ores et déjà besoin de compétences certainement nouvelles pour adapter les ports, construire une nouvelle flotte, améliorer tous les jours la performance de cette nouvelle technologie qui est une technologie de rupture. Et donc ma question c'est, dispose-t-on d'un diagnostic des compétences dont nous avons besoin pour conduire tout ce chantier sur les 20-25 prochaines années, pour pouvoir appeler toutes ces compétences, pour pouvoir appeler les individus à se former, premièrement, soit en formation initiale, soit en formation continue, et ensuite permettre à des recrutements de se faire réellement et éviter d'arriver à des échecs de recrutement comme on peut le voir dans certaines autres filières. Merci. Les besoins en termes de métiers, en termes de compétences sont identifiés. Les filières industrielles dont le GICAN travaille là-dessus pour identifier tous les besoins. La conclusion, c'est qu'on manque de bras dans tous les métiers. Des métiers d'ingénieurs, des métiers de production, des métiers de recherche. Et ça, c'est pas Naval Group qui dira le contraire, de trouver les bonnes compétences sur le marché. Donc c'est une question plus quantitative que qualitative. C'est pour ça que les IESF, nous menons chaque année des opérations de promotion pour les métiers, l'ensemble des métiers d'ingénieurs et de scientifiques dont nous avons vraiment besoin, et de plus en plus besoin. Et les industriels nous le disent, que ce soit Naval Group, que ce soit tous les industriels de la région nous le disent. Nous manquons d'ingénieurs et nous apportons notre petite contribution en intervenant dans les lycées et en intervenant également maintenant dans les collèges pour susciter l'envie. Alors, en termes d'envie, il y en aura un autre. J'aime bien faire des transitions. Nous avons préparé un petit cocktail parce que vous avez été extrêmement attentifs. Nos conférenciers ont bien parlé. Vous souhaitez, je suis sûr, encore continuer à leur poser des questions, à voir avec eux s'ils peuvent répondre à une interrogation que vous auriez, que vous n'avez pas eu la possibilité de poser ici dans la salle. Donc, moi je vais tout simplement, il est 21h, remercier
vivement, chaleureusement Alain Mobius. Sa disponibilité, sa compétence de tour, et Vincent Bernateur. Il va partager sa passion et ses idées, et je vous invite à prolonger cette soirée dans le hall, avec autour d'un verre et de quelques petites choses à grignoter. Merci.